Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans la série des entretiens avec les membres du gouvernement sur le contenu de leur lettre de mission, nous recevons ce soir sur ce plateau le ministre des Transports et de l'Équipement, le colonel-major Salissou Mahaman Salissou. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation où nous allons parler de votre lettre de mission, car je précise que vous avez la charge du ministère des Transports et de l'Équipement. Monsieur le ministre, on le sait tous, le Niger est vaste et reste un pays enclavé sans littoral. Alors, question, monsieur le ministre, et je le disais tantôt, le Niger est un pays vaste et enclavé. Quelle est votre stratégie pour désenclaver à la fois le pays et les terroirs à l'intérieur du pays, qu'il s'agisse des corridors pour approvisionner le pays ou des routes pour désenclaver les zones de production agro-pastorale? Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir nous adresser aux populations pour lesquelles nous sommes en train de mener sous la houlette de son Excellence, le général de brigade Abdrahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et de son Excellence, le Premier ministre, Ali Mohamed Lamine Zen, ministre de l'économie et des finances, mener des actions pour permettre à ce que nos populations puissent vivre mieux. C'est l'occasion également pour moi de pouvoir remercier son Excellence, le général de brigade Abdrahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, pour la confiance qu'il a placée à ma modeste personne pour conduire ce département qui, comme vous l'avez dit, doit mener des actions importantes dans un pays comme le nôtre. 1 267 000 km², enclavé, donc pas d'accès à la mer, qu'il va falloir créer des conditions pour continuer à approvisionner nos populations. Dans un climat, comme vous le savez, au lendemain du 26 juillet 2023, nous avons été victimes d'un embargo cynique, inique et illégal. C'est le lieu ici également de saluer la résilience du peuple nigérien et au-delà du peuple de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, qui se bat tous les jours pour pouvoir survivre malgré l'adversité et malgré les difficultés. Par rapport à la stratégie pour pouvoir diversifier le corridor, ça fait partie des piliers de la lettre de mission à nous confier par son Excellence, le général de brigade Abdrahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Nous avons, de notre prise de service, fait l'état des lieux. Parce que pour mener à bien une politique dans un département ministériel, il faut savoir de quoi vous disposez comme ressources humaines, vous commencez où, et pour pouvoir, au fur et à mesure, évaluer, voir sur quel chemin vous êtes pour atteindre les objectifs qui vous sont fixés. Donc, les corridors essentiels qui nous permettent depuis le 26 juillet 2023, c'est celui qui nous relie avec le port autonome de Lomé. Ce corridor, nous avons mené des travaux à travers la direction centrale du génie militaire pour permettre, dans un premier temps, de pouvoir l'emprunter dans de meilleures conditions. Et nous sommes en train de créer les conditions pour permettre aussi d'avoir d'autres accès vers le nord. Donc pour atteindre les ports de l'Algérie, nous avons à travers aussi le corridor vers l'Est, nous sommes en train de finaliser en tout cas des travaux pour permettre à ce que la route qui va vers l'Est, donc vers la frontière tchadienne, puisse être opérationnelle. Et nous sommes en train également de faire en sorte que, à l'intérieur, pour pouvoir permettre le désenclavement des zones de production, surtout agro-pastorales, réaliser des infrastructures routières. Et si nous prenons l'axe Tawa, si vous prenez l'axe Sanam-Tebaram, Tebaram-Inkarkadam, Inkarkadam, Tawa, Tabalak, qui est déjà réalisé, on est en train de lancer rapidement les travaux de Tabalak-Abalak, qui est sur une distance d'une 80 de kilomètres. Et nous avons également l'axe Abalak-Tamea, que nous avons effectué le déplacement d'air pour pouvoir nous assurer que les travaux ont commencé. Nous avons aussi beaucoup d'autres travaux à l'interne, dans la région de Maradi,
la route qui quitte Mayaï, qui passe par Tessawa, qui arrive jusqu'à Kordogom et frontières du Nigeria pour permettre aussi à cette zone de pouvoir être sûr de continuer à se ravitailler dans des conditions de sécurité optimales. Donc c'est tout un tas de politiques qui est mise en place par rapport aux axes routiers pour permettre, mais il faut tenir compte aussi que cette stratégie que nous mettons en place, c'est aussi le désenclavement aérien. Il n'y a pas que les corridors terrestres pour ravitailler notre pays. Notre pays est très vaste et nous avons déjà instruit au niveau de l'ANAC que des conditions puissent être assouplies par rapport à un certain nombre de dispositions légales pour faciliter. C'est ainsi que l'Agence nigérienne pour l'aviation civile a pu mettre en ligne les conditions pour pouvoir demander très rapidement et obtenir les autorisations de survol et d'atterrissage. Ils ont facilité les conditions de création pour l'obtention du certificat qui permet l'exploitation aérienne pour la création des compagnies aériennes, et un comité est mis en place également pour pouvoir rapidement faciliter l'obtention de tout ce qui a comme documentation pour la création de la compagnie aérienne. Donc c'est tout un tas de stratégies autour qui est mis en place pour permettre le désenclavement à travers des corridors qui nous relient avec nos voisins, mais aussi à l'intérieur de nos zones de production agro-silvopastorale pour permettre à nos producteurs d'écouler leur production dans des conditions de sécurité, et aussi, ce qui est très important, de permettre à nos populations de pouvoir se déplacer rapidement pour relier les campagnes. Parce que n'oublions pas que plus de 80% de notre population est rurale. Bien sûr. Et elle a besoin que les routes les trouvent là où elles sont, dans des conditions de sécurité, aller dans les marchés, écouler ce qu'elles produisent et pouvoir prendre ce dont elles ont besoin. Et un aspect très important aussi, c'est l'évacuation sanitaire de nos femmes qui sont en travail pour être dans des conditions de pouvoir accoucher dans des centres de santé les plus proches. Il faut des routes. Quand nous avons des enfants qui sont dans des crises de palu, pour pouvoir les évacuer, il faut des routes. Donc c'est pour vous dire combien ça tient à cœur aux plus hautes autorités, et nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de faire tout malgré l'adversité pour pouvoir faire en sorte que cette politique se mette en œuvre et que nos populations voient les résultats sur le terrain. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, une compagnie aérienne nationale aura bientôt le jour au Niger. La compagnie aérienne, l'ANAC est instruite et des réflexions sont en cours. Pour nous assurer, c'est dans ce cadre que personnellement, j'ai eu à effectuer des déplacements. J'étais aux Émirats Arabes Unis, des discussions pour pouvoir faire en sorte que certains partenaires puissent nous permettre de nous accompagner. Parce que le domaine aéronautique est un domaine qui est assez complexe. Donc il faut en tout cas avoir l'essentiel des ressources humaines compétentes. Nous avons les capacités en termes de ressources humaines et les infrastructures qu'il faut pour pouvoir conduire une compagnie aérienne. Et ça tient à cœur aux plus hautes autorités, avec à la tête son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, pour qu'une compagnie aérienne voie le jour pour non seulement assurer le transport. Je vous donne un exemple. Si vous voulez aller aujourd'hui tenir une réunion à Gadez, vous devrez faire 2 jours de route, une journée de réunion et 2 jours de route pour revenir. Ça nous fait 5 jours, toute la semaine. Avec une compagnie aérienne efficace et disponible, vous décollez, vous faites votre mission, vous pouvez revenir le soir, avoir une réunion dans votre direction à partir de Niamey. Mais c'est un processus qui est en cours et nous voulons nous assurer qu'on est les meilleurs pour nos populations. Monsieur le ministre, restons dans le domaine des corridors. Il y a une question qui taraude l'esprit de l'opinion depuis tout le temps. C'est par rapport au corridor Niger-Bénin. Deux mots sur ce sujet. Merci beaucoup. Je pense que cette question, vous l'avez tous suivi, nous l'avons tous suivi. C'est une question qui a été évoquée par son Excellence, le général de brigade Abdourahmane Tchani, lors de son adresse à la nation, qui relève beaucoup plus de la sécurité. Et les autres collègues aussi en charge de la sécurité, notamment le ministre de l'État à la Défense et le ministre en charge de la sécurité en ont évoqué. Donc c'est une question qui relève beaucoup plus de la sécurité que du domaine des transports. Et le chef de l'État a donné tous les éléments d'appréciation par rapport à ça. Et je pense que ce n'est pas à nous, pour l'instant, de pouvoir développer là-dessus.
Monsieur le ministre, l'essentiel de notre approvisionnement passe actuellement par le corridor Lomé-Burkina-Niger. Pouvez-vous nous dire quel est l'état de ce corridor et s'il est possible à moyen ou long terme d'envisager le corridor Algérie-Niger évoqué tout à l'heure? À partir du 26 juillet 2023, avec les sanctions que vous avez connues, que nous avons vécues, que nous continuons à vivre, nous avons très rapidement pris les mesures pour la réhabilitation par la direction centrale du génie militaire de cette route, par le traitement. En tout cas, la route était dans un état qui reste à désirer et qu'il fallait prendre des mesures urgentes. Et ces mesures urgentes ont été prises. Le génie a pu mener des travaux pour permettre à tous ces camions, puisque depuis le 26 juillet à date, ce n'est pas moins de 3 000 à 4 000 camions qui passent à travers ce corridor chaque 2 à 3 semaines, avec 2000 pratiquement soldats qui sont dédiés pour la sécurité avec des avions en coordination avec des frères du Burkina Faso. C'est le lieu ici pour moi en tout cas de saluer la mémoire de nos soldats qui sont tombés pour la sécurisation de ce corridor et au-delà pour la sécurisation de notre pays et de notre espace. Que leur âme repose en paix et ceux qui sont au niveau des hôpitaux en train de chercher à recouvrer leur santé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur permette de recouvrer leur santé. Et nous sommes actuellement en train, on va venir probablement dans les détails un peu plus tard, nous avons déjà lancé les travaux de réhabilitation. On est en train, la phase de contractualisation pour la réhabilitation totale de la route Farié-Terra longue de pratiquement 120 km. Et c'est en cours. Le corridor Alger dont vous avez parlé, il vous souviendra que son Excellence, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, ministre de l'économie et des finances, a conduit une mission qui est composée d'une forte délégation sur instruction du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, chez nos voisins en République algérienne démocratique et populaire. Je faisais partie de la délégation et nous avons eu l'opportunité de discuter avec nos frères algériens sur un certain nombre d'aspects, dont, entre autres, l'accès à un certain nombre de ports au niveau de l'Algérie, le port de Jijel. Nous avons discuté également de la finalisation de la route Agadez à Samaka, dont le deuxième lot n'est pas encore fini, long de pratiquement 100 km. L'entreprise qui est chargée de conduire les travaux est une entreprise algérienne. Il y a eu des difficultés qui ont fait qu'à date, les travaux ne sont pas encore acheminés. Nous avons évoqué ces difficultés. Des engagements ont été pris pour que rapidement on puisse finaliser. Nous avons même évoqué au-delà de l'infrastructure routière, une infrastructure ferroviaire. J'ai discuté avec mon homologue puisque l'Algérie a un projet de faire un chemin de fer qui vient jusqu'à N'Guézam. Donc nous avons évoqué la possibilité que ce chemin de fer-là vienne jusqu'à Agadez, avec la création d'un port sec à Agadez dont nous allons certainement en discuter. Mais c'est pour vous dire que c'est en cours. Des discussions sont en cours avec nos voisins de l'Algérie pour que rapidement ce corridor puisse être une réalité. Monsieur le ministre, au regard des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à notre pays avec la construction d'une raffinerie et d'un complexe pétrochimique à Dosso, pouvez-vous nous dire ce qu'est devenu le port sec de Dosso? Vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que d'autres projets de port sec sont envisagés par votre département ministériel? Je pense que, comme vous l'avez dit, la grande raffinerie qui tient à cœur aux plus hautes autorités, c'est une opportunité pour le peuple nigérien, pour la Confédération de l'AES, pour qu'on puisse être autonome sur un certain nombre de projets. En ce qui nous concerne, notre département, je vois déjà l'opportunité pour nous d'avoir du bitume pour affecter de façon positive sur la qualité et le coût des infrastructures routières. Je vois également la disponibilité qu'on aura du jet A1 par rapport au transport aérien. Donc pour ce qui est du port sec de Dosso, il y a eu des discussions qui ont mené à la signature de conventions entre les différentes parties, notamment le Niger, le Bénin et à l'époque Bolloré, par rapport au futur de cette infrastructure. Vous avez remarqué qu'à la réalisation de cette infrastructure routière à Niamey, il y a une bonne partie du chemin de fer qui est en train d'être démonté. Et cela était possible grâce au protocole d'accord qui a été signé par rapport au règlement à l'amiable de cette situation dont le port sec de Dosso en fait partie. Donc pour la création ou la mise en œuvre de d'autres ports, nous avons
dans le cadre du chemin de fer qui quitte Nigeria jusqu'à Maradi, en train de mettre en place la réalisation d'un port sec à Maradi. Et pour suivre les orientations de son Excellence, le chef de l'État, nous avons eu des discussions avec les entrepreneurs du Maradi pour qu'ils prennent l'initiative en main et que ce soit eux qui soient les leaders de la mise en œuvre de ces ports secs. Donc déjà un port sec à Maradi est en cours, en tout cas un MOU est signé, des études sont en cours pour pouvoir faire en sorte que, aussitôt que le chemin de fer soit là, un port sec est là pour permettre de pouvoir en tout cas développer les activités économiques de ce côté-là. Nous avons, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la réalisation d'un port sec d'Agadez lié à la finalisation du chemin de fer qui viendra de Ingezam jusqu'à Agadez. Nous avons également, il vous souviendra que nous avons été invités au Royaume du Maroc par les autorités de ce royaume dans le cadre de l'initiative royale permettant l'accès à la mer des pays de l'Interland à travers un port sec qui va être réalisé à Dakala. Ce port sec, nous l'avons eu là, nous avons eu l'opportunité de les visiter. Le chantier est très avancé et l'ouverture est prévue fin 2028, début 2029. Et nous avons demandé, s'il y a un port et qu'il n'y a pas des infrastructures pour accéder, l'exploitation serait biaisée. Et donc, ils ont pris en compte nos remarques. Et une route qui traverse la Mauritanie, qui vient au Mali, qui fait partie du territoire confédéral, sera réalisée avec un port sec quelque part dans le territoire malien qui nous permettra à tous les 3 pays de la Confédération d'y accéder. Donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours pour permettre en tout cas la réalisation d'autres ports secs pour le développement des activités économiques sur notre pays et dans notre espace confédéral. Monsieur le ministre, notre pays fait face chaque année, il faut le dire, à des problèmes de transport de ces pèlerins aux lieux saints de l'islam. Tout à l'heure, vous avez évoqué cette initiative de la création d'une compagnie nationale afin d'y remédier. Sinon, comment résoudre de manière très concrète ces problèmes requérant de transport des pèlerins aux lieux saints de l'islam? Merci beaucoup. C'est chaque année, c'est requérant, monsieur le ministre. Merci beaucoup pour cette question qui est très importante quand on considère un pays comme le nôtre dont le taux, en tout cas le pourcentage des musulmans dépasse les 95-16%, d'autres même disent au-delà. Ça touche beaucoup qu'un paysan qui se trouve au fond fin du Ngourti, je prends un exemple, qui paye son économie pour aller au Liessin accomplir le 5e pilier, se retrouve coincé 2-3 semaines à l'aéroport sans ressources. Ça fait mal. Oui. C'est pour ça qu'il a poussé son Excellence, le général de brigade Abdourahmane Tchani, chef de l'État, à nous instruire pour que ce volet transport, qui fait partie d'un tout, parce qu'on voit le transport, parce que c'est la partie qui est un peu plus compliquée, mais il y a le logement, il y a l'alimentation, il y a la santé, c'est un tout. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que le ministère des Transports n'est pas le répondant au nom de l'État nigérien par rapport à l'organisation du Hajj. Nous avons le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumara qui est le répondant de l'État. Nous, en tant que ministère des Transports, nous avons nos structures compétentes qui sont en quelque sorte les conseillers du COHO pour permettre à ce que la compagnie aérienne qui va transporter nos pèlerins soit une compagnie qui respecte les normes internationales de l'Organisation internationale de l'aviation civile et qui puisse assurer un transport dans des conditions sûres et sécurisées de nos pèlerins sur les lieux saints et au retour. C'est ça que le rôle que nous avons joué et je pense que nous avons fait ce qui peut être fait, même si c'est perfectible. Lors du dernier pèlerinage, je pense qu'il y a une amélioration. Nous avons pris les mesures nécessaires en collaboration avec la structure qui est en charge, le COHO, pour nous assurer qu'une semaine avant, l'ensemble des pèlerins nigériens étaient à Médine. Une semaine avant. Et aucun pèlerin n'est resté plus que nécessaire après l'accomplissement du rite du Hajj. Des réflexions sont en cours pour permettre d'améliorer, pour qu'on s'assure que nos pèlerins partent, pour que la réserve qu'ils ont, qui leur permette de survivre sur place, qu'elle ne soit pas épuisée parce que tout simplement il y a eu la faille quelque part. Ça tient à cœur à nos autorités et nous tâchons en collaboration avec le HO à assurer que cette partie est prise en charge.
Nous avons également le projet de la création de la compagnie aérienne qui va nous permettre non seulement d'assurer le transport à l'intérieur de notre vaste pays et de notre confédération, mais aussi et surtout d'appuyer le transport de nos pèlerins sur les lieux saints par la grâce de Dieu. On sait souvent aussi, il y a des difficultés au niveau de ces agences de pèlerinage qui sont très nombreuses et souvent il y a un problème d'organisation à ce niveau. Qu'est-ce que le ministère a fait par rapport à ça pour éviter ces problèmes souvent? C'est pour ça justement que j'ai tenu à rappeler que le répondant au nom de l'État, c'est le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumara. Nous sommes conseillers de cette structure en matière de transport et nous le faisons. S'il y a des conseils à donner et des discussions, nous apporterons notre pierre dans l'édifice puisqu'il s'agit du Niger au niveau du Coho. Merci. Monsieur le ministre, permettez-moi de revenir sur l'aspect sécurité aérienne. Vous l'avez tout à l'heure évoqué. Il y a une compagnie aérienne nationale qui va bientôt avoir le jour. Ça c'est un des aspects d'une politique. Quel est l'état des transports aériens au Niger? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de réfléchir à une véritable politique de transport, pas pour gérer les aspects factuels, comme l'un des moyens principaux pour désenclaver notre vaste pays, au lieu de toujours nous focaliser sur la construction des routes que nous reprenons en moyenne chaque 3 à 5 ans, si je ne m'abuse? Le rôle de l'État, c'est de s'assurer qu'on mette à la disposition de nos populations les moyens pour qu'ils puissent se déplacer d'un point A à un point B en toute sécurité. Nous allons continuer, conformément à notre lettre de mission aux instructions du chef de l'État, à développer et les routes, et les chemins de fer, et les transports aériens. Nous allons continuer à le faire. Par rapport au transport aérien, comme je l'ai dit, des réflexions sont en cours et nous sommes très avancés. Et il n'y a pas qu'au niveau national, mais au niveau confédéral et avec des partenaires pour qu'on s'assure qu'on puisse mettre à la disposition de nos populations et chacun en fonction de ses capacités pour qu'il puisse se déplacer d'un point A à un point B en toute sécurité et pouvoir, si c'est des opérateurs économiques, si c'est pour des voyages par rapport aux travaux, si c'est des voyages par rapport à des évacuations sanitaires, qu'ils puissent les faire dans de très bonnes conditions. C'est notre rôle. Nous allons nous assurer qu'avec le peu de moyens qu'il y a, qu'on puisse faire le maximum pour être à la hauteur des attentes de nos populations. C'est une vraie préoccupation, monsieur le ministre. Inch'Allah, nous y arriverons. D'accord. On va poursuivre cet entretien, monsieur le ministre. Il n'est un secret pour personne que la réalisation de l'infrastructure ferroviaire Bénin-Niger est un échec. Avez-vous mis en place un mécanisme d'évaluation afin de situer les goulots d'étranglement et proposer de nouvelles solutions? Merci beaucoup. Comme je l'ai évoqué par rapport au chemin de fer Bénin-Niger, il y a eu un protocole qui a été signé qui permet en tout cas de pouvoir régler à l'amiable la situation qui est créée de ces projets. Actuellement, la direction des infrastructures ferroviaires au niveau de notre ministère et en collaboration d'ailleurs avec des expertises étrangères et partenaires, nous sommes en train de réfléchir pour la mise en œuvre conformément à notre lettre de mission d'une politique de réalisation des infrastructures ferroviaires. Ça se fait au niveau du pays, avec notre partenaire, au niveau de la Confédération et d'autres structures partenaires. Et je peux vous assurer qu'on est très avancé là-dessus. Et au-delà de notre prise de service, nous avons mis en place un comité qui réfléchit sur la tenue des états généraux des travaux publics de façon globale. Qu'est-ce que nous avons fait depuis l'indépendance à aujourd'hui? Les routes que nous sommes en train de construire, les chemins de fer que nous avons fait et que nous envisageons de faire, comment les faire, pour quel objectif, avec quelles normes et comment les entretenir pour qu'ils soient beaucoup plus sûrs. Nous avons commencé ce travail titanesque, mais avec ce que nous avons connu et qui est conséquence de la pluviométrie abondante, nous étions obligés de suspendre ces travaux pour orienter toutes les ressources humaines sur les différents axes pour pouvoir prendre en charge le règlement de l'impact de la pluviométrie sur nos réseaux routiers de façon globale. Là, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de finaliser les trames de référence et ce sera une grande rencontre du donner et du recevoir à l'issue de laquelle il y aura une espèce de livre blanc pour la réalisation d'infrastructures routières, ferroviaires de façon globale
pour qu'on arrête Oui, bien sûr. chaque 2-3 ans Ah oui, à reprendre. Les routes. Les routes coûtent cher. Oui, tout à fait. Le peu de ressources disponibles, au nom du principe de redevabilité, nous devrons nous assurer que là où nous dépensons 1 franc, c'est vraiment le franc nécessaire. Pas 2 francs, pas 3 francs. Nous ne pouvons pas continuer à dépenser des milliards, laisser une ardoise lourde à nos enfants pour qu'ils remboursent des crédits. Ouais. Ils ont leur avenir à préparer et il faut que nous soyons sûrs d'avoir assaini ça pour leur léguer un Niger meilleur. Ouais. Et qu'en est-il du chemin de fer Nigeria, Maradi, Nigeria, et à quand le chemin de fer Burkina, Niger, Ouaga, Niger? L'ancien président du Nigeria, le général Buhari, a eu en tout cas l'idée de pouvoir mettre ce chemin de fer pour pouvoir renforcer les liens économiques, mais aussi les liens de fraternité qui existent. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, si vous prenez un citoyen de Maradi, vous le placez à Kassena. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Donc, ce chemin de fer-là, de notre côté, depuis que nous avons pris fonction, j'ai effectué 2 visites sur place à Maradi. Tout ce qui est contenu dans la convention qui concerne la partie nigérienne, nous avons délimité le terrain. Nos experts ont ensemble, parce que les techniciens travaillent tous les jours ensemble avec leurs homologues de l'autre côté. Nigeria, oui. Le tracé a été fait. L'identification à travers un commissaire est faite pour tous ceux qui seront impactés par la réalisation et le processus d'indemnisation se met en route pour que rapidement ce chemin de fer-là, une fois qu'il arrive à notre frontière, qu'il trouve que toutes les conditions sont réunies pour sa mise en œuvre. J'ai évoqué également la mise en œuvre du port sec de Maradi qui fait partie du tout. Donc le chemin de fer, de notre côté, toutes les dispositions sont prises et nous sommes en train de nous assurer qu'il puisse en tout cas permettre à ce que nos populations puissent en bénéficier au maximum. Et pour Ouagadougou, Niamey? Pour ce qui est de Ouagadougou, c'est un projet global. Il vous souviendra qu'à la tenue de la 44e édition du Sabre national tenue à Agadez, ils étaient présents, les 3 premiers ministres de la Confédération. Tout à fait. Après la cérémonie de remise du sabre aux champions, ils ont tenu une conférence à Niamey avant que chacun ne regagne son domicile. Et au cours de cette conférence, nous avons été instruits par les 3 premiers ministres de mettre en œuvre très rapidement un projet d'autoroute et de chemin de fer au Bamako, Ouaga, Niamey, avec une brèche qui va sur Lomé. Et après, même nos collègues de la République du Tchad se sont rejoints. Donc nos différents directeurs généraux de travaux ont travaillé. Et une séance en présentiel a eu lieu à Niamey. Et nous étions du 14 au 18 janvier passé à Bamako, dans le cadre de l'opérationnalisation du volet développement de la feuille de route de la présidence tournante de la Confédération que le Mali assure pour valider un certain nombre de projets, dont, entre autres, l'autoroute et le chemin de fer, qui fait partie des priorités. Donc c'est pour vous dire que c'est une réalité. Et aussitôt que l'avant-projet détaillé sera disponible, nous allons rendre compte à notre hiérarchie pour qu'on rentre à la phase de mise en œuvre. D'accord. Monsieur le ministre, à l'interne, quels sont les grands projets de réalisation d'infrastructures que votre département ministériel compte mettre en œuvre à court et à moyen terme? Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, ça fait partie en tout cas d'un des piliers forts de notre lettre de mission à nous confier par son Excellence le général de brigade Abdraman Tchani. Nous sommes en discussion et c'est les études techniques, les termes de référence sont finalisés. Il y a une autoroute Niamey jusqu'à Douti, dont les études techniques vont commencer incessamment. Les termes de référence la semaine passée sont finis. Les études techniques vont commencer pour pouvoir réaliser une autoroute. Nous voyageons partout. Nous voyons des autoroutes, des chemins de fer. Mais pourquoi pas chez nous? Inch'Allah, qui va voir le jour avec toutes les installations modernes qu'il faut pour que ça puisse développer, en tout cas, la libre circulation et développer les échanges entre les peuples. Nous avons cette autoroute qui est en cours. J'avais évoqué quand je faisais l'introduction par rapport au projet de réhabilitation de la route Farié-Terra pour renforcer les capacités d'échange dans le corridor Lomé-Kaya-Niamey. Nous avons également la réhabilitation de la route Maradi-Zender
L'équipe des partenaires financiers qui prend ça en charge a effectué la mission d'évaluation la semaine passée. Nous avons eu la restitution en début de semaine, qu'ils étaient très satisfaits des dossiers techniques qu'ils ont trouvés pour que cette route-là, il vous souviendra que c'est une route qui a été réalisée dans les années 90 par l'entreprise de nos voisins, Kanazoé. Et c'est maintenant que nous sommes en train de prendre les dispositions pour la réhabiliter Maradi-Zander. Et au niveau de Maradi, il y a déjà, au niveau de la Patte d'Oie, des échangeurs qui vont être réalisés. Au niveau des Zander, il y a la route de contournement d'une vingtaine de kilomètres qui va être réalisée à RN1 qui contourne Zander pour sortir sur la route de Tanout. Par rapport aux autres infrastructures, j'avais évoqué tantôt également, pour un peu compléter l'axe Zander-Agadez, nous avons des projets qui sont financés, le projet qu'on appelle le projet d'appui à la connectivité nord-est Niger, qui est en train de la réhabilitation totale de la route Zander-Agadez avec un premier lot de Zander jusqu'à Bissanat, ensuite jusqu'à Agadez, qui est en train d'être réalisé avec une nouvelle formule qui s'appelle un projet à obligation de résultat, qui consiste à livrer sur un délai un certain nombre de kilomètres, notamment 6 kilomètres de route par rapport à un calendrier et qui est en train de se dérouler. J'ai effectué une visite sur le terrain pour un peu pousser par rapport à la qualité et à la rapidité avec laquelle ça doit se faire. Donc du côté de la région de Tawa, comme je l'ai dit, nous avons l'axe Tabalak-Abalak, dont nous avons appelé celui qui est indicateur du marché pour que le travail commence rapidement. La RTA? La route Tawa-Agadez justement. De ce côté-là, nous avons la route Agadez-Arlit, que aussi nous sommes en train, rien que hier, dans l'entretien qu'on a eu avec son Excellence le Premier ministre, nous sommes en train de finaliser le processus de contractualisation pour que ce travail commence. C'est pour vous dire que nous avons un tas de projets qui sont là, à l'interne et à l'externe. J'avais évoqué également la finalisation de 5 km Agadez-Arlit-Assamaka pour nous relier avec notre voisin du nord. Du côté Tchad, nous avons la route qui nous relie Ngingimi, Kabelewa. Il y a 33,5 km qui restent de la route de pétrole qui vont être réalisés. Il vous souviendra aussi que au cours du forum de la paix tenu à Ngurti, présidé par son Excellence le Premier ministre Ali Lamine Zen, il a été annoncé la réalisation d'une infrastructure routière pour désenclaver cette zone-là. Cette route va quitter Ngingimi, Ngurti, Koulélé, Jaourou, avec une brèche de Jaourou qui revient sur Ngurti. Quand nous étions là-bas, nous avons échangé avec les riverains les difficultés par rapport à l'évacuation sanitaire, par rapport à l'écoulement d'un certain nombre de choses. Le président avait décidé qu'il faut qu'on prenne rapidement en urgence. Monsieur le ministre, on va insister beaucoup. Pouvez-vous nous dire les grands projets de solidarité et d'intégration en matière d'équipement et de transport dans le cadre de la Confédération AES, indépendamment de ce projet de chemin de fer et des autoroutes que vous avez évoquées tout à l'heure? Donc, merci beaucoup. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a cette autoroute, il y a le chemin de fer d'ailleurs, dont nos frères du Togo et nos frères du Tchad ont rejoint. Mais il faut tenir compte aussi que nous avons un projet d'une compagnie aérienne commune. Pour les 3 pays? Pour les 3 pays. Ça fait partie, en tout cas, des projets, si vous avez suivi, en tout cas, le discours du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali et président en exercice de la Confédération. La compagnie aérienne de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel fait partie des priorités. Nous avons participé à la première journée de l'aviation de la Confédération l'année passée, le 22 et le 23 février à Bobo-Dioulasso. Nous avons instruit à cette occasion nos différentes directions de l'aviation civile à réfléchir rapidement sur les trames de différence, les critères de convergence pour aller vers la mise en œuvre. La deuxième édition de la journée de l'aviation de la Confédération s'est tenue couplé à la tenue de cette réunion de validation par rapport à la mise en œuvre de la feuille de route. La deuxième journée à Bamako, c'était du 16 au 18 dernier, du mois de janvier. Nous nous avons présenté les résultats qui sont très avancés et on est en train de créer les conditions pour que l'espace soit un espace commun. Les différents critères d'attribution du certificat d'exploitation puissent être les mêmes pour que quelqu'un qui atterrit à Niamey ne se sente pas dépaysé s'il atterrit à Ouaga ou à Bamako. Donc il y a ce projet qui est capital
pour la mise en place de cette compagnie aérienne de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et ça va très vite, et Inch'Allah, très bientôt, on aura en tout cas une compagnie avec les couleurs de l'AES qui va pouvoir relier nos capitales, mais aussi vers les autres régions. Donc pour aller à Bamako, bientôt, on n'aura plus à passer 6 heures de temps pour relier Niamey-Bamako, hein, parce qu'il faut dire la vérité, il faut passer par Lomé, par beaucoup de capitales africaines. Et ça fait partie des discussions, et j'ai eu d'ailleurs à écouter certains témoignages. Vous quittez Niamey pour aller à Bamako, oui. Vous quittez à 6 heures, vous arrivez en fin de journée à 18 heures. Voilà. C'est un vol de 3 heures de temps. Ça fait partie des raisons pour lesquelles les plus hautes autorités ont décidé qu'il faut que cette compagnie fasse partie des priorités. Et elle verra le jour, Inch'Allah. D'accord. Monsieur le ministre, le secteur routier rencontre d'énormes difficultés où quasiment de nombreuses routes un peu partout sur l'ensemble du pays sont en état de dégradation avancée. Quelles sont les mesures prises pour renforcer le respect des normes dans la réalisation des infrastructures routières et l'efficacité du programme d'entretien routier? Par rapport à ces difficultés qui sont réelles, il faut le dire, nos routes, il faut déjà identifier quels sont les acteurs. Il y a la planification pour la réalisation de cette infrastructure, il y a la réalisation elle-même de l'infrastructure et il y a aussi l'entretien à travers le respect des normes qui sont très importantes. Nous sommes encore membres d'un certain nombre d'organisations sous-régionales, le LUMOA, qui, à travers le règlement 14, a défini, par exemple, les charges à l'essieu qu'il faut respecter. Et beaucoup de conférences se sont tenues rien que le mois passé. Il y a eu des conférences par rapport au respect de ces charges à l'essieu. Donc, la mise en œuvre de la route, parce que vous nous donnez l'opportunité de pouvoir nous adresser à nos concitoyens pour qu'ils comprennent. Dans le processus de réalisation d'une infrastructure routière, il y a des études qui se font avec le comptage, le trafic, le type, la charge. Et ce sont ces études-là qui permettent de définir quel type d'infrastructure routière à réaliser. Ce type d'infrastructure routière, dans le dossier d'appel d'offres, est défini. Dans le cahier des charges qui découle de l'avant-projet détaillé pour la mise en œuvre, c'est décrit pour que l'entreprise chargée de la réalisation respecte à la lettre. Il y a des bureaux de contrôle qui sont sur place, qui sont chargés de veiller à ce que ce qui est prévu dans ce cahier des charges soit sur le terrain. Et c'est sur cette base que les documents sont envoyés au niveau central pour validation et pour pouvoir procéder au paiement de ces entreprises-là. Il se trouve que malheureusement, nous avons des camions qui sont censés prendre 50 tonnes, qui chargent 80 tonnes. C'est là où l'une de nos structures phares, qui est le Fonds d'entretien routier, à travers les ponts bascules, en collaboration avec les forces de défense et de sécurité, notamment la police et la gendarmerie, moderniser nos systèmes de payage, moderniser ces ponts bascules et être à la hauteur de l'application des textes par rapport aux mesures coercitives pour les contrevenants. Nous sommes en discussion avec nos partenaires ou nos frères de la douane pour qu'à chaque fois qu'une contravention, que quelqu'un qui ne respecte pas la charge à l'essieu, qui contribue à la dégradation de ces routes, qu'il puisse payer la contravention qui équivaut et que sur place, on enlève le surplus, qu'il soit constaté par la douane et qu'il puisse être récupéré après par l'intéressé. Nous sommes en rapport avec des partenaires tels que Autoroute du Maroc par rapport à la modernisation de notre système de payage pour permettre à ce que l'entretien routier puisse, en tout cas le respect des normes, puisse être. La Niger, qui est l'agence nigérienne pour la sécurité routière qui relève de notre département, est en train de faire des efforts pour pouvoir former et appuyer en termes d'équipement la police et la gendarmerie avec des radars, avec tout un tas de matériel moderne pour pouvoir en tout cas protéger au mieux ces investissements, comme je l'ai dit, importants dans la réalisation des infrastructures routières. Donc c'est toute une batterie d'actions qui est en cours d'être menée. Maintenant, l'entretien routier lui-même, de quoi il s'agit? En termes clairs, il faut être proactif, il faut planifier. Nous avons vu, malheureusement, je viens d'évoquer le cas de la route Maradi-Zander qui est réalisée dans les années 90. On a vu l'état d'avancement de la dégradation.
il faut planifier, anticiper. Nous avons la capacité à l'interne de pouvoir mobiliser les moyens qu'il faut pour anticiper. Actuellement, j'ai suivi 2 ou 3 fois la route Niamey-Balé-Ara. J'étais à Filengue, je suis parti à Douchi. Nous venons de finir la réhabilitation de la route Loga-Douchi. Mais nous avons vu comment la dégradation de la route vers Balé-Ara est en train de venir. À l'état actuel, la couche de base de cette route est encore en bon état. Les couches de renforcement sont encore en bon état. Donc, avec nos ingénieurs, on a décidé de traiter les points tatans et de pouvoir remettre une couche de bitume pour augmenter la durée de vie de cette route de 5 à 8 ans. Ça va nous éviter d'attendre 5 ans, laisser dégrader et pouvoir chercher 20 milliards pour la reprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut planifier, être proactif par rapport à l'entretien routier. Il faut aussi s'assurer que les mesures coercitives qui sont mises soient appliquées. Et ça va dissuader les contrevenants à participer à la dégradation prématurée de nos infrastructures routières qui coûtent cher sur le dos du contribuable nigérien. Monsieur le ministre, comment développer une politique de sécurité routière, puisque vous avez parlé tout à l'heure à Niger, adaptée véritablement à nos réalités au regard des nombreux cas d'accidents et autres difficultés que vous connaissez? Parce que ces accidents-là sont récurrents, ça il faut le dire, avec des victimes et des centaines de victimes. Voilà. Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit, la structure de mise en œuvre de la sécurité routière au Niger, c'est l'Agence nigérienne pour la sécurité routière qui relève de notre département. C'est alarmant. Les chiffres sont très élevés par rapport aux victimes des accidents. Ça endeuille des familles, ça handicape certains et ça les prive de leur source de revenus. Ça handicape aussi les Niger par rapport à ceux qui sont handicapés, qui sont pour la plupart des cas jeunes, qui doivent participer au développement de notre pays. Il faut identifier les acteurs. Il y a d'abord les gens qui sont au volant. C'est pour ça que nous avons très vite mis en place un comité de réflexion pour la réforme du permis de conduire. C'est en cours, ça va ressortir. Quand je prends l'exemple, moi je suis pilote. Quelle que soit votre capacité ou votre connaissance de la machine à pouvoir décoller, à atterrir, vous ne pouvez pas avoir l'autorisation de piloter un avion de grand tonnage juste parce que vous êtes bon à la machine. Il vous faut des heures de vol, il vous faut un certain nombre d'années d'expérience nous avons le PL théorique, le PL pratique combinés qui nous permettent d'avoir l'attestation pour être à mesure de conduire un avion de grand tonnage comme le Boeing 737 et un peu plus grand. Pour revenir donc au niveau de la sécurité routière, les acteurs primés, c'est les chauffeurs. Notre rôle en tant qu'État, c'est d'abord de les protéger eux-mêmes, de protéger les autres qui ne sont pas propriétaires de véhicules, qui utilisent soit à moto, soit à vélo, soit à pied, qui traversent les routes. Il faut qu'on les protège. Donc nous avons décidé de réformer ces permis de conduire pour rendre plus responsables ceux qui sont au volant. Quand vous prenez un jeune homme qui a encore sa jeunesse dans sa tête et qui doit conduire un bus qui a 60 personnes dedans, qui va à toute vitesse, en ne respectant souvent pas les limitations, dans un virage à 140 à l'heure et qui croise un autre véhicule, ça fait 60 victimes. Et nous, l'État, ça nous interpelle. Et si nous ne faisons pas cette réforme, nous allons vers ce qu'il ne faut pas. Nous avons vu un problème, nous n'avons rien fait et ça ne peut pas rester comme ça. Donc la réforme est en cours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut installer des permis à points pour vous retirer ça? Est-ce qu'il faut installer des amendes fortes? Est-ce qu'il faut limiter la vitesse de ces bus? Toutes les réflexions sont en cours avec l'ensemble des experts et même des cabinets que nous avons recrutés pour que très rapidement on puisse faire. Maintenant, la méthode de délivrance aussi de ce permis-là. Nous sommes en train de mettre un centre informatisé. Les constructions de locaux vont bientôt commencer puisque toute la procédure est finie. Nous avons les financements au niveau du centre pour avoir des salles équipées avec des ordinateurs où nous allons limiter l'intervention humaine dans la délivrance de ce permis. C'est lui qui répond aux conditions, la machine traite. Si vous êtes apte, la machine dit oui, vous êtes apte. Et vous-même, vous serez fier d'être au volant parce que vous connaissez là où vous partez. Et donc, il y a ça. Il y a aussi des mesures
par rapport, par exemple, aujourd'hui j'ai parlé de la route Logadouchi. Elle est toute neuve. On est tenté un peu d'appuyer sur les champions pour aller plus vite. Bien sûr. Notre rôle, c'est de nous assurer que, au croisement des carrefours qui sont habités, qu'on puisse mettre en place des ralentisseurs dans les normes qui protègent non seulement les riverains qui croisent, mais aussi ceux qui sont sur les volants pour leur propre vie, pour le matériel cher. Donc, la Niger a organisé aussi à plusieurs reprises, au cours des Journées africaines de la sécurité routière, dans la première édition, en tout cas depuis le 26 juillet, s'est tenue en décembre 2023, la deuxième édition en décembre 2024 à Dosso. On a organisé des caravanes de sensibilisation qui ont traversé tous les pays pour sensibiliser sur les risques par rapport au manque de port des casques, par rapport au non-respect de la vitesse et toutes les mesures à prendre pour éviter qu'il y ait une survenance des accidents, pouvoir sauver des vies. Oui. J'avais instruit le DG de Nadizer pour organiser des débats avec tous les acteurs. Et les acteurs, c'est non seulement les transporteurs, mais aussi les forces de l'ordre qui sont chargées de faire respecter la vitesse, de vérifier en tout cas la documentation nécessaire pour qu'un véhicule soit autorisé à utiliser les voies ou à transporter des gens, mais aussi les acteurs sanitaires, les médecins, avec une image parlante de l'arrêt sur image de ce qui se passe au niveau des urgences, ça permet à un usager de se dire que je vais prendre mon casque de main pour éviter que je me retrouve dans le cas que je viens de voir à la télé. Donc c'est toute une batterie d'actions qui est en train d'être mise en œuvre pour permettre de renforcer la sécurité, limiter la surveillance des accidents et pouvoir protéger nos populations des risques liés à l'accident pour renforcer la sécurité routière. D'accord, merci. Monsieur le ministre, quel est l'état actuel du parc auto au Niger? Quelles mesures envisagez-vous pour densifier les réseaux de transport urbain et de transport de marchandises dans notre pays? Ceux qui sont de notre génération ont la souvenance de la SNTN qui faisait la fierté des Nigériens à son époque. C'est un parc vieillissant. Nous sommes en train actuellement de réfléchir comment soutenir les différents acteurs pour moderniser notre parc. Il y a aussi des partenaires tels que la Banque mondiale qui soutiennent l'initiative, qui ont déjà financé par le passé un projet pour soutenir à travers justement le règlement 14 de l'IMOA comment rajeunir le parc qui va influencer sur les infrastructures routières et sur la sécurité routière également et qui permet aussi d'agir sur les critères d'évaluation par rapport à l'indice d'accessibilité rurale, par rapport à la mesure de qualité pour le déplacement de nos produits du port de transit jusqu'à Niamey. Donc, il y a tout un tas d'actions qui sont en cours. Par rapport maintenant à la densification du trafic, nous avons mené une mission en Arabie Saoudite. Mais avant ça, je voudrais, avec votre permission, rappeler que ici, conformément à notre réglementation, le trafic urbain a une double casquette. Le ministère des Transports et de l'Équipement assure la tutelle technique et les mairies assurent la gestion quotidienne du personnel et du matériel. C'est ainsi que la SNTN que vous avez évoquée, à la création de la Sotrini, c'est la mairie qui gère la Sotrini. Nous avons la tutelle technique, mais c'est eux qui assurent la gestion du personnel et du matériel de tous les jours. Donc, dans le cadre de la modernisation et de la densification de ce parc, et pour permettre en sorte à ce que le trafic soit un peu plus fluide, nous avons entamé des discussions avec les Saoudiens et autres. Les dossiers, il est actuellement en finalisation d'études au niveau de la mairie centrale pour que très rapidement, on dispose à l'intérieur de la capitale, ça va commencer par Niamey, des bus qui permettent de transporter les fonctionnaires, qui permettent de transporter les scolaires à temps, dans des conditions de sécurité. Et vous savez, l'agent économique, il est rationnel. Si vous calculez que votre véhicule pour aller au travail, ça va vous coûter 1000 francs, bien sûr, et que le bus va vous coûter 2000, vous allez continuer dans votre véhicule. Donc nous avons pris en compte tous ces paramètres, parce que ça va de pair également avec la création des gares au niveau des... Donc il y a l'aspect infrastructure routière et aussi l'aspect véhicule, bus qui vont pouvoir transporter les gens qui sont en train d'aller de pair. Monsieur le ministre, comment mettre un cadre approprié de mesure des résultats et d'appréciation de la performance des actions au niveau de votre département ministériel? Dans le cadre de la mise en œuvre de
la politique gouvernementale, nous avons défini des stratégies et des programmes qui nous permettent d'évaluer. Il y a des critères de produits, il y a des critères aussi qui nous permettent d'évaluer un peu les réalisations. Les produits, c'est par rapport au linéaire. Combien de routes ont été réalisées et de quelle qualité? C'est ça qui nous permet d'évaluer les performances par rapport aux produits. Et l'autre aspect, c'est par exemple l'indice d'accessibilité rurale qui nous permet de voir l'efficacité de ces réalisations eu égard à la population. Et ce qui est retenu dans les normes, c'est quel est le temps de livraison des marchandises à partir du port de transit jusqu'à notre destination, en tenant compte de la vitesse avec laquelle ça se déplace, et aussi les populations autour de 2 km de la route la plus proche, comment est-ce qu'elles arrivent à se déplacer librement. Ces caractères nous permettent, les 2 critères-là, nous permettent d'évaluer de façon efficace la réalisation d'infrastructures au niveau de notre département. Et ça se fait avec des missions d'évaluation, des missions de contrôle qui partent régulièrement à travers l'inspection générale des services et les autres structures pour évaluer qu'est-ce qui est fait et quelle est la qualité et quel est l'impact sur la population. Et ce retour nous permet, nous, d'ajuster ces politiques, ces programmes et ces stratégies pour une meilleure action en faveur de nos populations. Monsieur le ministre, là je pose la question au président du comité de gestion des inondations. Est-ce que demain, on va assister encore à ce que nous avons connu pendant les inondations passées? Qu'est-ce qui a été fait pour éviter ce genre de situation? Merci beaucoup de cette opportunité que vous nous donnez, effectivement. Et à l'instar de ce qui s'est fait à chaque fois qu'il y a un événement de portée nationale, les autorités décident de mettre un comité. Mais la particularité de ce comité, mis en place par son Excellence, en tout cas sur instruction de son Excellence, le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et sous la houlette du Premier ministre qui assure la présidence, dont je suis le premier vice-président, nous avons été instruits pour qu'on puisse prendre en charge sur fonds propres tous les appuis nécessaires à nos populations. Et c'est ce qui fut fait. Il y a eu certes des bonnes volontés qui se sont manifestées, ils l'ont fait sur la base du volontariat. Aucune correspondance n'a été adressée à qui que ce soit pour lui dire de venir nous appuyer par rapport aux problèmes que nous avons traversés. Ça, c'est l'aspect de l'appui aux populations. Pour l'impact évoqué tantôt sur les infrastructures routières, c'est ça. Soreil, le pont de Soreil, à la sortie sur la route numéro 1, a été interrompu. Nous avons vu ce que ça a commencé à donner. Niamey a été coupé pendant 112 heures. C'était 4 jours exactement. Le 4e jour, ça avait repris. Parce que j'avais installé mon QG là-bas et je priais 5 heures d'ailleurs tous les jours là-bas. D'accord. Et c'est le lieu ici de saluer l'engagement du personnel et remercier une fois de plus l'appui constant des plus hautes autorités avec à leur tête le général de brigade Abdraman Chani qui, dès le premier jour de la coupure, pendant que je tenais une réunion de crise, m'a dit de venir en urgence. J'étais dans son bureau et il nous a demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ces problèmes-là. J'ai dit, Excellence, quand vous m'avez appelé, j'étais déjà en réunion avec mes cadres. On va les régler. Il nous a demandé, de quoi avez-vous besoin pour qu'on règle ça tout de suite? Je lui ai répondu, Excellence, nous avons les moyens à notre niveau pour y faire face. Vous êtes sûr? J'ai dit oui. Il m'a dit, alors, dans combien de temps? J'ai dit, donnez-nous 72 heures, Excellence. Je suis sorti. Je suis parti, j'ai fini ma réunion et on s'est mis sur le terrain. Nous avons 7 sorties de Dosso, le pont de Soreil. Nous avons à la hauteur de Ndunga. Nous avons du côté de Walam. Nous avons la digue qui retient 11 millions de mètres cubes à la hauteur de Tigruit, sur l'axe Agadez-Tawa, qui a cédé et qui a impacté sur une longueur de 2 km avec 3 points de coupure, 300, 500 et 800 mètres qui sont partis. C'est ça que je disais, le comité de réflexion sur la tenue des États généraux avait été obligé d'interrompre ses travaux pour pouvoir être, une équipe est partie sur Agadez, une autre équipe sur l'axe Telabéry, une autre équipe était sur Niamey. Et nous avons pu, après 72 heures de travaux, remettre cette voie en circulation. Du côté de Tigruit, ça a été fait. Du côté de Walam,
c'est même le génie militaire qui s'est mis à l'œuvre. La circulation a été rétablie. Il y a un village qui s'appelle Abalama sur la route de quittant Agadez pour aller vers Zender, qui lui aussi était immergé. La route était impraticable et très rapidement, comme il y avait une entreprise qui chargeait de la réhabilitation de cette route, elle a été instruite, les mesures ont été prises et la circulation a été rétablie. Nous avons visité également cette localité. Les mesures que nous sommes en train de prendre actuellement pour éviter que ça nous arrive, il y avait un projet de voirie urbaine de Niamey qu'on a trouvé après le 26 qui était en cours en tout cas de contractualisation puisqu'il n'y avait aucun papier contractuel qu'on avait trouvé, mais on se souvient qu'il y avait déjà commencé à déguerpissement de certaines du côté de Rampoint Talois et ainsi de suite. Donc quand nous avons pris le dossier, on a lancé rapidement un processus pour évaluer, pour voir quelle est l'efficacité de ce projet, est-ce qu'il est adapté à nos réalités. Et justement, les conséquences de cette pluviométrie nous ont fait comprendre que ce qui est prévu à la hauteur de Soreille ne correspond pas à l'impact de cette pluviométrie qui est lié au changement climatique. Et en tout cas, toutes les prévisions montrent que les années prochaines, il y aura encore beaucoup plus de pluviométrie. Et notre rôle, c'est d'être proactif. Et donc, c'était un pont linéaire d'à peu près 45 mètres qui est prévu. Nous avons demandé à ce qu'il soit allongé. Ce sera un pont de 100 mètres. Et nous avons demandé à ce que la hauteur par rapport au niveau du sol doit être augmentée de 2,50 m. Et ce sera un pont avec 2 fois 2 voies sur une longueur de 100 mètres avec une hauteur qui a augmenté de 2,5 m par rapport au niveau qui va être réalisé. Et c'est en cours et c'est prévu d'être livré fin mai. Et ça va être avant le démarrage de la saison Inch'Allah, avant la saison hivernale prochaine, ce pont va être livré. D'accord. Du côté de Ndunga, l'entreprise qui a fait les travaux, je pense que s'il vous arrive de faire un tour par Saga, il faut faire un tour pour voir. J'ai eu à visiter pendant qu'on était les travaux, j'ai eu à participer en tout cas au lancement officiel de fin des travaux. C'est fini, le pont est opérationnel, il a été rehaussé, réhabilité et la circulation est reprise à la satisfaction des populations. Du côté de la RN25, pour sortir en allant vers Filengue, là aussi, la route était prévue s'arrêter, en tout cas sur le projet qu'on a trouvé, 2 km avant Sagagourou. Et nous avons dit non. Si la saison hivernale prochaine, les mêmes populations n'arrivent pas à traverser pour aller à Filengue, ben on ne sert plus à rien. Il faut aller cultiver nos pommes de terre. Bien sûr. Donc nous avons instruit pour que cette route continue jusqu'au nouveau poste de police route Filengue et à réaliser un pont à Sagagourou qui sont en train d'être faits simultanément avec celui du Soreil pour que avant la saison hivernale prochaine, en tout cas fin mai, les 2 ponts seront livrés. Il y aura des rocades qui vont être faites. Du côté de Tigirwit, il y a 3 ouvrages qui sont prévus aux 3 points de coupure qui eux aussi vont incessamment démarrer puisqu'il y avait des problèmes de contractualisation. Hier, à la réunion qu'on a eue avec son Excellence le Premier ministre, tous les obstacles ont pu être levés et bientôt aussi ça va commencer pour qu'on puisse éviter de voir le spectacle qu'on a connu pendant la saison hivernale. Nous avons aussi sur Madaroum Famaradi, qu'il a connu une coupure, qui est en train d'être pris en compte pour qu'on puisse y remédier. Donc c'est toute une batterie d'actions qui sont en train d'être mises, en tout cas par une équipe qu'il faut saluer l'engagement, qui est en train de travailler pour s'assurer, et c'est le lieu aussi de remercier et d'encourager nos entreprises. D'accord. Parce qu'elles ont accepté d'engager leurs frais sans qu'il n'y ait aucun engagement écrit au préalable parce qu'ils croient et qu'ils veulent être là aussi aux côtés de nos populations parce qu'ils croient à la volonté du chef de l'État, du CNSP, à améliorer les conditions de vie de nos populations. C'est le patriotisme. C'est le bon mot. Merci. Merci pour toutes ces réponses très précises. Un dernier mot avant de mettre fin à cet entretien. Merci beaucoup. Je voudrais, avec votre permission, remercier une fois de plus Son Excellence, le général de brigade Abdrahman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, qui, comme je l'ai dit, a placé à notre modeste personne la lourde tâche de conduire ce département important dans un pays aussi vaste et enclavé. Il faut aussi remercier Son Excellence, le Premier ministre,
ministre de l'économie et des finances, qui a toujours été là à notre écoute, qui nous a soutenus, puisque c'est lui aussi le ministre de l'économie et des finances. Oui. Et c'est le nerf de la guerre. Donc nous le remercions pour son appui, sa disponibilité et ses conseils, surtout pour pouvoir avancer rapidement dans nos différents projets structurants pour être en conformité avec notre ligne de mission et pour améliorer la condition de vie de nos concitoyens. Je voudrais aussi saisir l'occasion de ce micro pour saluer une fois de plus la résilience du peuple nigérien qui a su, malgré l'adversité, pouvoir être là, debout. Vous avez vu la mobilisation à la célébration de l'an 1 passé. Ceux qui nous ont donné une semaine ou 2 semaines, depuis le 26 juillet 2023, nous sommes encore là et nous serons encore là par la grâce de Dieu parce que nous y croyons et les faits sont là pour le montrer. Je voudrais, en tout cas pour ce qui est de l'ensemble de ce que nous avons eu à débattre, qui est lié à notre lettre de mission, comme je l'ai dit, saluer la mémoire de nos soldats qui sont tombés pour protéger ces convois qui permettent de ravitailler nos populations. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accueille dans son paradis éternel. Amen. Ceux qui sont dans les hôpitaux en train de chercher à recouvrer leur santé, qu'Allah leur permette de recouvrer leur santé, de rejoindre leur famille et de reprendre leurs activités. Amen. De façon globale, c'est qu'il faut retenir ce que les infrastructures routières, ferroviaires, les transports aériens, ça tient à cœur à nos autorités. Ils sont à notre écoute, ils nous appuient, ils nous soutiennent. Nous qui avons la responsabilité de conduire le département pour qu'on puisse apporter des solutions rapides, adaptées à nos réalités, pour les réalisations des routes, pour qu'elles soient plus performantes, pour qu'elles soient plus sûres et pour que d'un point A à un point B, nos populations puissent se déplacer en toute sécurité par la route, par les rails et par les airs. Nous y travaillons et je voudrais profiter également pour saluer l'engagement de toute l'équipe qui nous accompagne puisque un travail, c'est un travail d'équipe. Moi, je suis celui qui pousse, qui oriente. Mais le travail est fait par l'équipe des ingénieurs, l'équipe des cadres qui sont là, engagés autour de nous pour qu'on puisse atteindre nos objectifs qui nous sont fixés. Donc, je les remercie beaucoup et je leur demande encore à serrer plus la ceinture. Les défis sont énormes et les attentes surtout sont énormes. Et nous avons mis en place, c'est un petit point que je voulais évoquer qui est très important pour moi par rapport à l'assurance d'utiliser les moyens qu'il faut pour pouvoir faire en sorte qu'on atteigne les objectifs nécessaires. Il y a un des dossiers que nous avons trouvé, je ne vais pas peut-être rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce dossier, comme il n'a pas fait l'objet de contractualisation, il n'y avait pas de signature, nous avons instruit pour qu'on puisse aller regarder. Et une nouvelle équipe est partie regarder. Le dossier technique est fini, le coût financier était évalué à 103 milliards. C'est par rapport à quoi? La réalisation d'une route, c'est un tronçon dans notre pays. Et quand nous avons instruit pour aller revérifier, nous sommes revenus à 68 milliards. De 103 milliards à 68 milliards pour le même tronçon de route. Moins de la moitié. 45 milliards de moins. La surfacturation? Je pose la question. Je vous laisse le mot. D'accord. Moi, je suis responsable de la réalisation et j'ai la responsabilité de nous assurer par rapport à la redevabilité et à l'emploi efficient de nos ressources si on doit utiliser 1 franc des 26 millions de Nigériens qu'on n'utilise pas 2 francs. C'est important. Et nous allons nous en assurer, Inch'Allah. D'accord. Merci, Monsieur le ministre, vraiment pour cet entretien. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi et notre prochain invité est le ministre des Mines. Excellente soirée à vous. Au revoir.